Alors, pour mieux dérouler ce cours, nous allons suivre le plan chronologique que voici. Une introduction par les micro-organismes alimentaires, les facteurs influençant la croissance microbienne dans les aliments, la fermentation et microbiologie bénéfique, microbiologie de la détérioration des aliments, pathogènes alimentaires et sécurité, méthodes de contrôle et de conservation, techniques de diagnostic et analyse microbiologique, réglementation normes en microbiologie alimentaire et enfin aboutir sur une conclusion. Alors en introduction, qu'est-ce qu'il faut savoir de la microbiologie alimentaire? Il faut savoir que la microbiologie alimentaire est l'étude des micro-organismes qui colonisent, modifient, contaminent ou fermentent les aliments. Et elle comprend à la fois les aspects positifs, c'est-à-dire la fermentation, ainsi que les aspects négatifs tels que la contamination et l'intoxication alimentaire. Quand nous parlons maintenant des micro-organismes dans l'aliment, cela s'attarde autour de 4 éléments spécifiques. Il s'agit des bactéries, des levures, des virus et des champignons. Et quand nous parlons des bactéries, il y a les bactéries à gram positif et les bactéries à gram négatif. Concernant les bactéries à gram positif, nous avons les lactobacillus, les bacillus et les staphylococcus. Et les bactéries à gram négatif, nous avons le cas de l'Escherichia coli, Salmonella et Pseudomonas. Quant aux levures, nous avons plus précisément le cas de Saccharomyces cerevisiae qui est vraiment utilisé pour la fermentation, tandis que les candidats peuvent causer une détérioration. Quant aux moisissures, plus précisément le cas de Aspergillus, nous avons le cas de Penicillium, le cas de Rhizopus, sont couramment trouvés dans les aliments. Certaines produisent des mycotoxines très dangereuses. Et les mycotoxines sont des substances sécrétées très souvent par ces micro-organismes. Le cas des virus, il faut noter que la plupart du temps, les virus, eux, ne contaminent pas ou ne se reproduisent pas dans les aliments, mais néanmoins peuvent contaminer les aliments, plus précisément le cas du norovirus ou du virus de l'hépatite A. Concernant les facteurs influençant la croissance microbienne dans les aliments, nous avons plus précisément 4 facteurs. Le premier facteur est la température, puisque les micro-organismes ont une plage de température spécifique pour la croissance, le cas des psychrophiles, le cas des mésophiles, le cas des thermophiles. Le deuxième facteur est le pH. Il faut noter que les bactéries préfèrent un pH neutre, tandis que les moisissures peuvent se développer dans un environnement acide. Le troisième facteur est le cas de l'activité de l'eau. Plus l'eau est disponible dans un aliment, plus il est susceptible de soutenir la croissance microbienne. Le quatrième facteur, c'est la concentration d'oxygène, puisque les micro-organismes anaérobies ont besoin d'oxygène, tandis que les anaérobies facultatifs et stricts peuvent se développer dans un environnement sans oxygène. Parlons maintenant de la fermentation des micro-organismes, de la fermentation microbiologique bénéfique. Si nous prenons l'aspect bénéfique, plus précisément le cas des produits laitiers fermentés, nous voyons que les micro-organismes sont très utilisés pour la production, c'est-à-dire la production du yaourt, lorsque on se met à faire la conception et la transformation du lait en yaourt. Très souvent, il y a l'usage des micro-organismes qui sont très utilisés. Le cas aussi des fromages grâce à les bactéries lactiques telles que Lactobacillus, Streptococcus ou Thermophilus qui sont très utilisés pour
pouvoir obtenir soit les fromages, soit du yaourt. Quant aux aliments fermentés, plus précisément le pain, ça veut dire lorsque on se met à faire la conception du pain, le pain ou le vin, la bière ou bien le vin ou bien le kimchi, cela dépend très souvent de la fermentation microbienne pour avoir une bonne saveur, une meilleure texture. Et très souvent, le micro-organisme utilisé là, Saccharomyces cerevisiae, est très souvent utilisé par lui. Parlons maintenant de la microbiologie dans la détérioration des aliments. Très souvent, pour la détérioration alimentaire, les micro-organismes synthétisent des enzymes, comme le cas de l'acide lactique, qui est capable de provoquer l'acidification du lait et des produits laitiers. Le cas de la protéolyse, qui consiste à la décomposition des protéines dans les viandes, les poissons, provoquant ainsi des odeurs de putréfaction. L'enzyme tertiaire ici, c'est lipolyse, qui consiste à la décomposition des lipides, causant le rancissement des produits gras. Pathogènes alimentaires et sécurité. Quand nous prenons le cas de salmonelle SPP, les salmonelles SPP sont très souvent présents dans les œufs, les volailles, ainsi que des viandes insuffisamment cuites. Le cas de Listeria monocytogène, qui est vraiment dangereux dans les produits laitiers non pasteurisés et les charcuteries, surtout pour les femmes enceintes. Pathogènes alimentaires et sécurité. Salmonella SPP, présent dans les œufs, les volailles et viandes insuffisamment cuites. Le cas de Listeria monocytogène, qui est souvent très dangereux dans les produits laitiers non pasteurisés et les charcuteries, surtout pour les femmes enceintes. Tous ces éléments, tous ces aspects permettent de mieux connaître les micro-organismes et de savoir comment prendre soin de ces aliments pour ne pas se laisser infester par ces différents micro-organismes. Puisque nous avons des méthodes et stratégies qui permettent une biosécurité pour mieux se préserver, mieux entretenir les aliments que nous avons très souvent. Nous avons aussi le cas de l'Escherichia coli 0157 H7 qui peut être présent dans les viandes insuffisamment cuites et les produits frais contaminés. Le cas de Campylobacter, responsable de l'infection gastro-intestinale, souvent trouvée dans les volailles. Nous allons maintenant parler des méthodes de contrôle de conservation. Et la première méthode dont nous allons parler est la pasteurisation. La pasteurisation, en quelque sorte, c'est un processus thermique utilisé pour réduire la charge microbienne dans des produits comme le lait. Dans le cas de la réfrigération et la congélation, qui consiste à ralentir ou arrêter la croissance microbienne en abaissant juste la température. Nous avons la méthode d'irradiation qui est utilisée pour éliminer les micro-organismes des fruits, les légumes et puis celui de la viande. Nous avons l'utilisation de conservateurs qui sont très souvent des substances telles que le nitrate dans la viande ou les acides dans les confitures et marinades. Très souvent, ces substances sont utilisées pour la conservation de produits tels que les sardines et à l'ajout de ces substances afin de mieux conserver ces aliments. Et que lorsque on fait vraiment un transport, c'est-à-dire que le transfert des aliments à travers des bateaux
ce qui va consister à faire des lois. Il faut pouvoir faire des conservations. Dans ces procès, substances sont très souvent, je crois même que ce ne serait pas seulement le nitrate, il y a aussi d'autres substances qui sont très utilisées pour ça. Bon, et avec les recherches que l'on fera, on aura encore plus d'idées sur ces substances qui sont très utilisées. Donc, tous ces méthodes permettent de mieux contrôler, mieux conserver les aliments que nous avons très souvent. Parlons maintenant des techniques de diagnostic et analyse microbiologique. La première technique ici, c'est la culture microbiologique, qui consiste avec quoi? À l'isolement des milieux sélectifs et différentiels. Donc, on fait l'isolement, soit en faisant on fait d'abord le prélèvement sur le milieu de culture, soit sur des milieux sélectifs ou des milieux différentiels, histoire de pouvoir diagnostiquer, déterminer micro-organismes qui seraient à la base ou responsables d'une infestation quelconque. Il y a la procédure de la PCR et le séquençage qui est là aussi, qui est une technique moléculaire permettant l'identification rapide des pathogènes. Nous avons les tests immunologiques, plus précisément le cas de ELISA, et autres techniques de détection d'antigènes spécifiques pour les toxines ou pathogènes. Quant à la réglementation et normes en microbiologie alimentaire, qu'en est-il alors? Il faut noter que il y a le système préventif de gestion de la sécurité alimentaire, HACCP, HACCP Analyse Critical Control Point, qui est là, dans le cas de l'ISO 22000, qui est la norme internationale pour les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire. D'avoir les bonnes pratiques de fabrication, BPF, qui initie des directives pour réduire le risque de contamination microbienne dans la production alimentaire. Nous sommes maintenant à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut obtenir? Quelle est la quintessence de cette présentation? Il faut noter que la microbiologie alimentaire est un domaine vaste qui touche à la fois la sécurité des aliments et à la qualité des produits que nous consommons quotidiennement. La connaissance des interactions microbiennes permet d'optimiser les procédés de fermentation, de prévenir les intoxications alimentaires et de garantir une qualité, c'est-à-dire une meilleure qualité de nos divers aliments. Merci pour avoir prêté attention à cette présentation. Vos questions et vos amendements sont les bienvenus. Merci bien. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de vous abonner pour de futures présentations. Merci bien.